Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire aujourd'hui, le quatrième webinaire sur cinq organisé dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais je ne suis pas Valérie Roberts qui était censée animer le webinaire aujourd'hui. Malheureusement, Valérie est malade. Alors, c'est moi qui prends le relais. Je vais apprendre en même temps que vous redécouvrir de belles ressources pour les parents d'enfants 0 à 5 ans. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'est petite enfance, grandes ressources, services pour les familles de la grossesse. J'ai avec moi l'expertise du sujet, donc j'ai 3 membres du réseau pour un Québec famille qui vont s'adresser à vous, que vous soyez parents en devenir ou que vous soyez parents d'enfants 0 à 5 ans ou même un employeur. On va vous dévoiler en fait plein d'informations sur les ressources pour les familles. D'ailleurs, si vous êtes un employeur, n'hésitez pas à partager ce webinaire en rediffusion et sur l'ordre du dîner, peut-être sous la forme de lunch en l'air pour vos employés. Ça va leur faire découvrir des ressources et ouvrir la discussion en lien avec les services disponibles pour les familles. Et je vous rappelle, vous allez recevoir un courriel avec la rediffusion, mais aussi avec des liens et des ressources pour aller plus loin. Alors, sans plus tarder, je laisserai nos 3 merveilleux invités se présenter, juste votre nom, puis présenter rapidement votre organisme pour nous inviter. Alors, Mylène, je te laisserai commencer. Oui, bonjour. Donc, Mylène Duplessis-Brochier, je suis nutritionniste à la Fondation Holo, gestionnaire des volets communauté et famille. Donc, la Fondation Holo, en fait, on vient en aide, en soutien aux familles partout à travers le Québec pour permettre la naissance de bébés en santé et favoriser l'acquisition des saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Merci, Mylène. Bienvenue. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Nadia Boudreau. Moi, je suis directrice au partenariat et développement pour l'Association des haltes garderies communautaires du Québec. Alors, l'association regroupe environ 260 membres qui ont actuellement une halte garderie et qui offre les services à travers les 17 régions du Québec. Je vais vous parler un petit peu plus tard des particularités des haltes garderies, mais ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Nadia. Alors, Marie-Claude. Oui, bonjour, Marie-Claude Dufour, je suis la directrice générale du réseau des centres de ressources périnatales du Québec. Le réseau regroupe 31 centres de ressources périnatales, les CRP, sur le territoire québécois, donc dans 16 régions. Puis nous, ce qu'on fait au réseau, c'est qu'on mobilise, on soutient et on porte la voix des CRP partout au Québec. Merci Marie-Claude. Puis, en vous écoutant, j'ai vraiment envie de vous entendre parler davantage de ce que vos organismes, en fait, les membres de vos organisations font pour soutenir les parents et les familles. Puis, sortis, est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité pour accéder à chacun de vos services? Donc, je vous laisse la parole pour nous en parler davantage. Je peux peut-être commencer. Donc, au niveau de la Fondation Holo, comme je disais, bien, on vient en soutien aux familles de la grossesse aux 2 ans de l'enfant qui vivent des barrières à la saine alimentation. Donc, notre créneau principal, c'est vraiment la période de périnatalité, la saine alimentation. Et ces barrières-là que les familles peuvent rencontrer, ce sont soit l'accès à des aliments sains, nutritifs, variés en quantité suffisante. Une deuxième barrière que les familles peuvent rencontrer, c'est au niveau des connaissances en alimentation et au niveau de leurs habiletés culinaires. Et finalement, une troisième barrière que les familles peuvent rencontrer, c'est au niveau de la capacité de se mobiliser à modifier positivement leurs habitudes alimentaires. Donc, pour venir en soutien à ces barrières-là, la Fondation Holo se déploie dans 3 contextes. Donc, on va parler tout d'abord du suivi Holo. Le suivi Holo se réalise dans tous les CLSC du Québec pour venir en soutien aux familles qui vivent en contexte de précarité économique dans la période des 1000 jours. Donc, de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Le deuxième contexte dans lequel on intervient, c'est au niveau de l'offre d'activités auprès des organismes de la communauté. Donc, grâce au soutien que nous leur proposons, les accompagnatrices peuvent offrir des ressources, des activités pour parler de saine alimentation auprès des familles qui participent à leurs activités. Et finalement, le troisième niveau dans lequel on va travailler en collaboration, c'est auprès des milieux autochtones dans lesquels on va vraiment axer là, sur
les besoins des familles autochtones pour rencontrer, pour venir en aide là, au soutien au niveau de l'acquisition des saines habitudes alimentaires. À ces 3 contextes-là, ça s'ajoute aussi toutes nos ressources qu'on rend disponibles gratuitement à la grandeur du Québec, là, à toutes les familles qui pourraient en avoir besoin. Donc, pour permettre une amélioration des connaissances, des compétences, plusieurs ressources sont disponibles gratuitement là, sur l'espace famille de notre site web que je pourrais glisser là, justement dans le chat. Merci, Mylène. Puis d'ailleurs, c'est comme un peu, il y a plusieurs voies d'accès en fait à vos services, à vos ressources, donc dans les CLSC, dans les organismes communautaires, pour les milieux autochtones spécifiquement. Puis il y a une section dédiée aussi dans le site web. Et petit rappel, vous allez recevoir les liens dans les courriels. Puis si vous avez des questions, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, n'hésitez pas à les écrire dans les chats. On va les poser au fur et à mesure à nos invités pour qu'ils puissent répondre en cours de route. Alors, merci Mylène. Je vous laisse aller avec le prochain organisme. Nadia, est-ce que tu souhaites y aller? Oui, alors, ben, les haltes garderies communautaires, on en retrouve 300 présentement au Québec dans les 17 régions administratives. Elles se retrouvent principalement dans les maisons de la famille, les centres de femmes, les centres d'immigration, les centres d'alphabétisation, les centres de loisirs aussi. Il faut dire que la halte garderie doit toujours être accessoire à l'organisme. Dans le fond, une halte garderie en soi, toute seule, ça n'existe pas. Alors, les parents souvent inscrivent leur enfant soit pour participer à une activité qu'offre l'organisme, donc c'est pour leur socialisation et la socialisation de l'enfant, mais il faut comprendre que les haltes garderies communautaires s'adressent aussi à l'ensemble de la population. Donc, un parent qui travaille ou un parent qui étudie a le droit d'utiliser la halte garderie, toujours en complémentarité aux services de garde éducatif à l'enfance parce qu'elles offrent des services souvent ponctuels, occasionnels. On peut s'inscrire à la session, on peut s'inscrire à la semaine, on peut s'inscrire, il y a 85% dans le fond des haltes garderies qui permettent de s'inscrire aussi un petit peu dernière minute, là, tu sais, pour dire j'ai un rendez-vous chez le dentiste, je vais utiliser le service. Qu'est-ce qui est important aussi de mentionner, c'est que ce sont des services de qualité éducative. 97% des haltes garderies communautaires appliquent un programme éducatif. Donc, ce sont des milieux sécuritaires pour les enfants avec une mission éducative. Et nous, à l'association, on est là pour les représenter, les soutenir, les accompagner, puis leur offrir aussi de la formation. On a une belle plateforme de formation en ligne avec un volet pédagogique pour accueillir les éducatrices. Là, c'est 915, en fait, éducateurs et éducatrices qui travaillent dans le réseau. Et en 2024, il y a 23 000 enfants au Québec qui ont utilisé les services de halte garderie. Alors, voilà. Quand même impressionnante. Merci Nadia. Puis je vais me permettre en fait de renchérir là-dessus. J'ai une amie très proche, elle a 3 enfants, dont 2 enfants d'âge scolaire. Puis, quand sa dernière, sa petite est venue au monde, en fait, elle et son conjoint, c'était des travailleurs autonomes. Donc, elle envoyait les 2 plus vieux à l'école. Puis, la petite, elle allait à la halte garderie de la ville. En fait, je pense que c'était 2 ou 3 journées par semaine. Pour elle, ça a changé sa vie. Ça lui a permis de continuer à travailler, de faire une belle conciliation travail autonome-famille, puis en fait, d'accéder à plein d'autres services aussi à ce moment-là. Et puis, j'étais très heureuse de découvrir que cela existait. Je ne le connaissais pas à l'époque. Ça fait peut-être 5 ans de cela. Mais j'ai eu l'occasion, moi aussi, de bénéficier en fait des services d'une halte garderie près de chez moi. Je pense que chaque personne qui a suivi une formation avec moi m'entend parler de la maison de famille à Repentigny. Désolée si vous l'avez déjà entendu, mais j'ai allé aux activités avec ma petite, puis elle adorait la halte garderie. Elle s'amusait. C'est vrai que les services sont vraiment de qualité et on se sent accueilli, on se sent vraiment ressourcé. C'est vraiment de belles ressources. Donc, j'admire beaucoup vraiment la mission justement de l'Association des haltes garderies. Si je peux compléter, souvent dans les haltes garderies, il y a souvent un seul local, donc la fratrie passe la journée ensemble. Si on a 2 enfants, donc la grande sœur ou le grand frère peut rester avec bébé puis se rassurer l'un l'autre dans la journée. Donc ça aussi, c'est une richesse qu'on retrouve dans notre réseau. Vraiment intéressant, surtout quand on est jeune parent, puis qu'on passe, en fait,
on est souvent en congé de maternité, congé parental. Donc, c'est un beau milieu pour justement socialiser, puis aussi sortir de l'isolement, en même temps qu'on renforce en fait les compétences en tant que parent. Oui, puis c'est sécurisant pour le parent de savoir que les enfants vont être ensemble, qu'ils seront pas séparés pour la journée. Déjà que ça peut être difficile pour un parent de se séparer de l'enfant pour une demi-journée ou quelques heures. Donc, on le ressent beaucoup, dans le fond, chez les familles qui sont sécurisées par la halte garderie. Vraiment, vraiment. Merci, Nadia. Puis nous avons une question d'Annie dans le chat. Alors, elle est intervenante au programme Agir tôt. Je pense que la question s'adresse à Mylène. Est-ce qu'on peut, vous, pour la Fondation Holo, vous consulter pour nous aider à accompagner des familles ayant des enfants avec des besoins particuliers, ayant des particularités alimentaires, mais dont les parents ont besoin d'aide plus qu'à la base? Je ne sais pas si je traduis bien la question, Annie. Si jamais il y a besoin de précision, vous l'ajouterez dans le chat. Mais Mylène, je te laisserai y aller. Oui, ben en fait, ça nous fait toujours plaisir de travailler en collaboration, là. On va en parler plus tard là, dans le panel, mais c'est vraiment la manière qu'on fonctionne, là, la complémentarité avec les différents services qui sont disponibles. Nous, à la Fondation Holo, on ne fait pas d'intervention spécifiquement là, auprès des familles, là. On est vraiment là, plus comme un regroupement, justement, là, et on va offrir davantage là, du soutien à différents organismes qui sont membres ou des organismes communautaires là, avec qui on travaille en collaboration. Mais oui, ça va nous faire plaisir, dans le fond, en fait, toute organisation ou tout programme là, intervenant, etc., qui souhaiterait voir les collaborations possibles, effectivement, c'est possible de communiquer avec nous. Je vais pouvoir laisser là, effectivement mon adresse courriel dans le chat et on pourra explorer le tout plus en détail. Super, quelle belle mise en relation. Merci, merci Mylène. Alors, Marie-Claude, je te laisse aller pour nous parler un peu de ton réseau. Oui, bien sûr. Donc, dans le fond, ben, les services des centres de ressources périnatales s'adressent à une clientèle universelle. Donc, il n'y a pas de condition là, pour bénéficier des services. Tout le monde peut s'en prévaloir. Il y a plusieurs activités et services qui sont gratuites ou en tout cas là, à peu de frais. Il y a dans la plupart des centres de ressources périnatales une tarification modulée. Comme j'ai dit là, d'entrée de jeu, donc il y a 31 CRP dans 16 des 17 régions. Pour les connaître, il y a en fait une carte interactive là, sur notre site Internet. Donc, je pourrais là, faire comme Mylène et mettre le lien dans la boîte de discussion. L'offre de services et les modalités là, varient beaucoup selon les régions. Donc, les centres de ressources périnatales ont chacun leur site Internet ou une page Facebook là, et où, en fait, ils ont tous un site Internet. Et Et où? il y en a certains qui ont une page Facebook aussi où les parents peuvent trouver là, l'information concernant les services. Ils peuvent aussi, évidemment, là, téléphoner, se rendre sur place là, pour c'est des milieux de vie, les centres de ressources périnatales, donc ils peuvent se rendre sur place pour en savoir davantage. Mais je peux quand même dire, donc il y en a qui offrent, euh, ils offrent tous des services en prénatal et en postnatal. En prénatal, ça peut être des cours, des rencontres prénatales de groupe. Ça peut être aussi des activités physiques pour les femmes enceintes, donc yoga, danse, bon, toutes sortes d'activités. Ils offrent tous des relevailles. Donc, c'est un service de soutien à domicile là, où il y a une assistante périnatale qui va se rendre à la maison puis donner un petit coup de main ou un gros coup de main en tout cas, aider à s'occuper de bébé, aider à préparer des repas, peut-être plier du linge, des fois aider à... Donc, c'est des petites tâches ménagères, là, vraiment, on ne se lance pas dans le grand ménage du printemps. Oui. Des fois aussi aider à s'occuper là, des enfants plus vieux. Puis ensuite, dans les services, il y a tout un éventail là, de services en postnatal. Donc, ça peut être des ateliers thématiques, de l'activité physique avec bébé, ateliers d'éveil ou massage bébé. Il y a aussi des groupes de soutien, donc en prévention là, de différentes problématiques qu'il peut y avoir en postnatal, comme la dépression postpartum, par exemple. Il y a aussi du soutien en deuil périnatal, du soutien à l'allaitement. Donc, il y a quand même un éventail de services là, assez varié au niveau des CRP. Puis, c'est ça, vous pouvez les découvrir là, des différentes façons que j'ai nommées d'entrée de jeu.
Merci Marie-Claude, c'est vraiment des grands services pour la petite enfance, comme on le dit bien dans le titre. Donc, les gens, les parents, les nouveaux parents en fait qui veulent s'en prévaloir, c'est vraiment visiter les sites en fait des centres de ressources périnatales et pour avoir un peu qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux avoir dans ma région aussi. Et puis la page Facebook aussi de chacun des organismes. On va voir les liens aussi dans les chats, mais aussi vous allez les recevoir par courriel. Ne vous inquiétez pas pour avoir à portée de main toutes ces informations si riches. Alors, on va passer à la prochaine question. Comment vos organismes s'assurent en fait que les familles soient informées et orientées vers les bonnes ressources et c'est dès la grossesse? Je vais encore briser la glace pour la question. En fait, c'est ça, dans le fond, depuis les débuts de la Fondation Holo, là, je vais vraiment me concentrer sur le suivi Holo parce que c'est vraiment notre activité qui existe là, depuis plusieurs années. Dans le fond, le suivi Holo était beaucoup connu des familles là, qui vivaient une grossesse en situation de précarité économique grâce au référencement des professionnels de la santé, du CLSC et de d'autres milieux. Il y avait aussi beaucoup de bouche à oreille des différentes familles qui auraient pu bénéficier de ce suivi-là et qui en parlaient à leur entourage là, pour qu'ils puissent en profiter également. Donc, c'est toujours le cas, c'est toujours possible de procéder ainsi, mais maintenant, on a aussi la chance de pouvoir compter sur deux autres stratégies là, de référencement, soit via le formulaire en ligne du gouvernement du Québec qui est magrossesse.ca, qui va diriger vers différents services là, disponibles pendant la grossesse et qui, via ce formulaire-là, va pouvoir détecter plus rapidement quelle famille pourrait bénéficier de ce suivi HOLO-là et donc les diriger adéquatement. Donc, ça, c'est une des nouvelles stratégies qui est beaucoup mis de l'avant pour les nouvelles familles qui voudraient profiter là, du suivi HOLO. Et une deuxième stratégie, c'est vraiment le référencement qui est fait de plus en plus avec les organismes de la communauté qui invitent les familles qui pourraient en profiter de s'informer là, auprès du suivi HOLO de leur CLSC. Donc, grâce à toutes ces stratégies-là, c'est près de 7000 nouvelles familles qu'on suit chaque année qui ont accès au suivi HOLO. Donc, c'est quand même là, très considérable, là, les familles qui peuvent en profiter. Et en plus de tout ça, mais comme je le mentionnais, les familles qui souhaiteraient parfaire leurs connaissances, qui auraient des questionnements en lien avec la saine alimentation, mais qui ne peuvent pas avoir accès au suivi HOLO, il y a évidemment toutes les ressources qui sont disponibles sur notre site Internet, mais aussi, on les invite grandement à aller consulter les organismes communautaires locaux qui s'adressent aux familles et qui vont justement offrir des ressources crédibles, des activités en lien avec la saine alimentation. Donc, grâce à toutes ces stratégies-là, on peut rejoindre encore plus de familles que les 7000 là, qui bénéficient du suivi HOLO. Wow. J'aime puis surtout la notion il y a plusieurs voies d'accès à l'information. Vous êtes c'est ça, vous relayez l'information à travers les organismes communautaires. Il y a un beau site Internet, mais c'est à nous en tant que parents aussi d'aller chercher l'information, d'aller s'informer. Et puis, je pense que c'est très intéressant, surtout quand on va pouvoir avoir accès à des ressources qui sont vraiment de qualité, avec toute la surinformation qu'on trouve souvent. Et avoir accès à de l'information de qualité, c'est vraiment précieux en tant que nouveaux parents de nos jours. Alors, merci Mylène. Alors, Marie-Claude, j'ai hâte de t'entendre à propos du réseau des centres de ressources périnatales. Comment vous faites en fait pour que les familles puissent avoir accès aux bonnes ressources au bon moment, en fait? Oui, ben, écoute, Mylène a déjà nommé différentes choses. Être connu et reconnu là, au niveau local et régional, c'est sûr que c'est la clé là, pour les organismes communautaires comme les CRP. Mais Mylène de parler, c'est ça, de référencement. Donc, l'importance aussi là, de la collaboration entre le réseau de la santé, des services sociaux et le milieu communautaire. Donc, c'est ça pour tout ce qui est le référencement, mais aussi complémentarité des services, hein, s'assurer de pas dédoubler là, l'offre sur un même territoire. Euh, et nos CRP encouragent aussi leur clientèle à en parler dans leur entourage. Donc, le bouche à oreille, c'est vraiment une des façons de se faire connaître que Mylène a déjà nommé. Puis ben notre regroupement, c'est sûr, notre réseau, on s'affaire là à faire beaucoup de sensibilisation, faire connaître les CRP là auprès de la population générale. Donc c'est sûr que des webinaires ou des occasions comme aujourd'hui de se faire connaître là, c'est toujours apprécié et on les saisit. Puis maintenant, ben, les réseaux sociaux.
C'est sûr que ça fait aussi partie, là, donc il y a toutes sortes de groupes maintenant qui existent dans lesquels on n'est pas nécessairement nous, mais on sait que la clientèle des CRP se retrouve sur ces sites-là, puis sur ces groupes-là, pardon, sur les réseaux sociaux, puis parle aussi des services qu'ils ont reçus quand il y a un parent qui exprime là, un besoin ou un enjeu qu'ils vivent, donc réfère là, vers les services. Donc, c'est un bouche à oreille virtuel, je Vraiment, dirais. vraiment, vraiment. Donc, voilà. Merci Marie-Claude. Puis je vais me permettre de prendre la parole en fait avec mon chapeau de maman dans un premier temps, de maman qui avait fait Maman bébé bouge avec son bébé puis qui a adoré ça dans son centre de ressources périnatales. Puis c'est justement, ça donne beaucoup de confiance quand c'est une autre maman ou notre papa qui te réfère aux ressources, on y va vraiment avec confiance, on sait que tu peux y aller en sécurité, donc c'est très important. Puis maintenant, je prends mon chapeau de responsable du transfert de connaissances, puis je m'adresse aux employeurs. C'est justement, n'hésitez pas à partager ces ressources avec les gens qui reviennent au congé parental, parce que quand c'est ton employeur qui a fait un premier tri, qui va vraiment te partager des ressources de qualité, bien, ça vaut la peine. Puis c'est une belle ressource en matière de conciliation famille-travail. À l'employeur, ça ne te coûte rien, mais pour les papas ou la maman qui bénéficie du service, c'est vraiment une belle valeur ajoutée. Donc, je vous encourage en fait à continuer le bouche-oreille en tant que maman, en tant que papa, mais aussi en tant qu'employeur ou employé, justement avec vos collègues ou vos employés qui reviennent au congé parental. Et j'ajouterais, Yarlady, si tu me permets, qu'ils partent aussi en congé parental parce que les CRP couvrent la période là, de la grossesse, donc du moins 9 mois jusqu'à 2 ans. Là, je ne l'ai peut-être pas dit d'entrée de jeu, là, puis j'entendais tout à l'heure là, les filles nommer le nombre de familles desservies. Donc, au réseau, c'est plus de 20 000 parents là, par année qu'on dessert. Donc, Quand même. Puis ça, c'est un clé aussi de commencer à préparer justement avant que bébé vienne au monde, de commencer à s'outiller, commencer à se ressourcer. C'est vraiment, vraiment pertinent. Merci. exact. Merci beaucoup pour ce beau partage. Maintenant, on parle des bébés, des enfants 0 à 5 ans. Mais bébé grandit, hein? Donc bébé s'en va à l'école, bien que certaines mamans ou papas souhaiteraient que son bébé reste toujours bébé, mais ils vont aller un jour à l'école. Donc, dans vos cas, comment on assure un peu la continuité de cet accompagnement, en fait, de la grossesse jusqu'à l'école? Est-ce que ça se fait? Si oui, ça se fait comment? Alors, j'ai envie de vous entendre à ce sujet. Pour la Fondation Holo, en fait, à l'origine, on était vraiment concentrés là, sur la période de la grossesse et plus récemment, nos actions se sont élargies là, parce qu'on couvre maintenant la période des 1000 jours. Donc, c'est la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc, on ne va pas jusqu'à l'école, mais indirectement, là, les informations qu'on transmet, ben, c'est quand même des informations qui sont pertinentes plus longtemps là, dans la vie du tout petit. En fait, la grossesse, c'est vraiment un bon moment pour revoir les habitudes alimentaires des familles parce que pendant cette période-là, qui est les 1000 jours, l'enfant va connaître un niveau de développement là, inégalé dans le reste de sa vie, tant au niveau du plan cognitif, physique, physiologique, psychologique. En fait, c'est 90 de son cerveau qui se développe à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un moment unique et charnière là, pour le développement du tout petit. Et ben, justement, les comportements et les habitudes alimentaires qui vont être mis en place tôt dans la vie, ben, ils vont pouvoir poursuivre au-delà des 2 ans de l'enfant. Donc, le suivi au lot permet justement un soutien personnalisé aux familles, en plus de leur remettre plusieurs ressources à des moments clés dans le développement du tout petit. Donc, c'est vraiment là, on réfléchit à ce continuum-là avec justement là, différentes ressources qui vont permettre de répondre aux questions des familles, d'avoir le bon message au bon moment. Donc, entre autres, ça va inclure la remise de coupons pour avoir accès à des aliments nutritifs pour favoriser le développement du tout petit. Mais aussi des informations sur l'alimentation pendant la grossesse, du soutien en lien avec l'allaitement, un guide d'introduction des aliments, un livre de cuisine, des livres pour les bébés, etc. Donc, on voit qu'on a, dans la stratégie qu'on propose là, via le suivi au lot, il y a vraiment cette suite-là, cette continuité-là qu'on mise là, au niveau de l'accompagnement. Et le suivi au lot s'inscrit aussi, comme je le disais, en complémentarité avec d'autres activités disponibles dans la communauté pour favoriser ce continuum de services-là auprès des familles qui vont rencontrer des défis en lien avec l'alimentation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on s'associe de plus en plus là, avec les organismes de la communauté
qui, eux, heureusement aussi, vont accompagner les familles plus longtemps dans la vie des tout-petits. Donc, ce lien de confiance-là va pouvoir se poursuivre et c'est vraiment important pour nous là, de travailler en collaboration avec les différents acteurs là, qui gravitent autour des familles qui parlent de la saine alimentation pour assurer la cohérence des messages. On mentionnait tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet. Des fois, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. L'alimentation aussi évolue et c'est pas toujours ce qui se faisait dans le temps où les grands-parents étaient parents, c'est peut-être pas toujours le cas. Donc, des fois, c'est difficile de suivre le tout. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment offrir du soutien là, tant au niveau des professionnels de la santé qui sont dans les CLSC, mais auprès des organismes de la communauté pour s'assurer de la cohérence des messages, assurer la confiance des parents et qu'ils sachent qu'ils peuvent se fier sur ces références-là et vers qui se tourner là, pour avoir de l'information crédible. Merci, merci Mylène. En fait, justement, avoir confiance en ces ressources. Puis il y a quelqu'un qui mentionnait tantôt, quand on réfère, en fait, on transfère la confiance et on fait ça justement avec des ressources de qualité comme celles que vous proposez. Alors, merci. J'aimerais poursuivre, en fait, si vous permettez, avec peut-être Nadia pour Oui. les Haltes Garderies, l'association des Haltes Garderies. En fait, nos membres, les haltes garderies communautaires ou les organismes, offrent des services aux enfants majoritairement là, de 0 à 5 ans. C'est sûr que lors des journées pédagogiques ou dans des périodes critiques, ils peuvent accueillir la fratrie scolarisée, dans le fond, plus tard. Mais j'en ai parlé tantôt, dans le fond, les haltes garderies accueillent les familles et les enfants dans un milieu éducatif de qualité. Donc, la préparation à l'école est déjà là. On calculait il y a quelques années là, qu'il y avait 156 000 enfants qui étaient hors du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, on sait qu'il y en a 23 000 qui ont fréquenté une halte garderie l'année dernière. C'est sûr que notre réseau aimerait, dans le fond, pouvoir accueillir plus d'enfants, ouvrir plusieurs heures, mais ça, c'est une question de financement, on s'en reparlera. Mais c'est sûr que on accueille souvent les enfants dans une période qui peut être une période de vulnérabilité pour les nouveaux parents, la naissance d'un enfant qui ont besoin de répit, qui ont besoin de se ressourcer. Puis pendant ce temps-là, l'enfant socialise, puis fait aussi, dans le fond, se prépare à la scolarisation. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a la francisation qui est très, très présente. Les nouveaux arrivants ont besoin de services de façon occasionnelle, temporaire, pour pouvoir avoir le temps de aller à la francisation, de se chercher un emploi. Et on oublie souvent que pendant ce temps-là, si les enfants fréquentent la halte garderie, ben eux aussi apprennent le français. Donc, c'est une belle préparation à l'école. Alors, notre réseau est quand même assez présent, dans le fond, dans cette préparation-là. Les enfants aussi, que c'est pas tous les parents qui ont besoin d'un service de garde à temps plein. Ça peut être toujours en complémentarité au service de garde éducatif, mais un travailleur autonome comme tes amis Arledis qui avait besoin de façon occasionnelle de la halte garderie, ça permet quand même à l'enfant de socialiser et dans l'organisme où se retrouve la halte garderie, il y a aussi d'autres professionnels dans le fond et d'autres spécialistes. Donc, si on peut remarquer que l'enfant aurait besoin d'un petit coup de main parce qu'il y a peut-être un petit défi, besoin de soutien particulier, ben là, rapidement, en intégrant, mettons, le service de la halte garderie, il peut être référé puis aller chercher le soutien nécessaire pour intégrer une classe de maternelle régulière au lieu d'une classe adaptée. Donc, on voit dans le fond, il y a eu un projet pilote dans notre réseau dans 44 haltes garderies communautaires les 2 dernières années et on a vu une différence sur la rentrée en maternelle des enfants qui avaient eu accès, dans le fond, au projet pilote puis à des ressources spécialisées dans notre réseau. Donc, c'est quand même une grande richesse là, pour pouvoir accéder à l'école puis arriver prêt. Vraiment, merci. Merci, Nadia. Et puis, du côté du centre de ressources de périnatale, Marie-Claude, j'imagine que c'est plus un lien vers la garderie, parce que je pense que l'âge, c'est un peu plus tôt. Faudrait-tu nous en parler un peu comment assurer ce suivi, cet accompagnement? En fait, je ne pense pas que ça sera jusqu'à l'école, mais est-ce que c'est jusqu'à la garderie? Voudrais-tu nous éclairer un petit peu à ce sujet? Oui, bien sûr. Ben donc, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, là, les CRP ben, ils couvrent la même période en fait que la Fondation Holo. Là, donc, dès la grossesse
et après la naissance jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. Donc, non, effectivement, on ne se rend pas là, jusqu'à l'école. Il va y avoir du référencement là, avec d'autres organismes communautaires, comme par exemple des organismes communautaires familles. Il faut savoir aussi, je ne l'ai pas encore mentionné, mais parmi les 31 CRP, il y en a un petit peu plus que la moitié qui sont aussi des organismes communautaires familles, donc qui ont un volet là, qui couvre une plus longue période. Donc, c'est sûr que pour ces organismes-là, il y a quand même une transition dans les services, là, puis ils ont une certaine forme de collaboration, d'accompagnement là, plus, qui s'étale plus jusqu'à l'école. Euh, donc, c'est ça, on va plus suivre là, les parents là, dans cette période-là. Donc, il y en a qui offrent des rencontres prénatales, comme je disais un peu plus tôt. Il y en a aussi qui offrent des appels du type Bienvenue bébé, là, donc des appels de suivi postnatal là, pour voir comment se porte la famille puis s'ils ont besoin de services pour créer, là, maintenir ce lien-là avec les parents puis assurer la continuité. Puis c'est ça, la diversité là, des services offerts va permettre de répondre là, aux besoins des parents, là, mais vraiment jusqu'à l'âge de 2 ans. Et en fait, c'est comme une continuité directe, si on veut, jusqu'à l'âge de 12 ans, mais indirecte parce que vous référez aussi à d'autres organismes. Donc, on se rend en fait jusqu'à l'école avec d'autres services complémentaires. Merci. Quand même riche comme information. Alors, on ne pourrait pas se passer de toucher un sujet, en fait, quand on est nouveau parent, et il y a des données, puis même par expérience, de nos connaissances, notre propre expérience, la nouvelle parentalité, mais c'est une source aussi de stress, d'isolement, et des surcharges dans plusieurs sphères de notre vie. Alors, est-ce qu'il y a des approches concrètes que vos membres privilégient pour soutenir le bien-être global des parents en cette période critique? On parle souvent de bien-être des enfants, mais qu'en est-il des parents? Alors, j'ai envie de vous écouter à ce sujet. Oui, c'est vrai que dans les dernières années, on vit vraiment une situation particulière là, avec une grande inflammation, inflation, excuse, une grande inflation et beaucoup d'insécurité alimentaire. Ça amène beaucoup de stress auprès des familles, puis particulièrement auprès des familles là, qui vivent dans une situation avec faible revenu. D'ailleurs, en 2022, on avait sondé les intervenantes au lot, là, celles qui interviennent auprès des familles, pour savoir qu'est-ce qu'elles rencontraient comme difficultés. Et il y avait 3 grandes barrières là, qui étaient ressorties là, pour les empêcher d'avoir une saine alimentation. Une première barrière, c'était vraiment un revenu qui était insuffisant. Une deuxième barrière était une trop grande part du budget qui était alloué au logement. Et finalement, la troisième barrière qui était beaucoup dénotée de la part des intervenantes, c'était un environnement direct non propice au développement de saines habitudes alimentaires, donc soit une détresse psychologique, des problèmes de santé mentale ou autres situations comme ça. Donc, on voit que malheureusement, les familles vont souvent aussi rencontrer plus qu'une de ces barrières-là. Donc, il y a comme un cumul qui vont faire en sorte que ça devient de plus en plus compliqué de s'alimenter sainement. Et bien évidemment, on va s'en douter, là, les résultats qui ont été faits il y a 3 ans, la situation ne s'est pas vraiment améliorée là, depuis en 2025. Donc, vraiment, dans le cadre du suivi au lot, on mise vraiment sur l'importance de créer un lien de confiance entre l'intervenante au lot et la famille qu'elle rencontre. L'offre d'aliments via les coupons au lot, c'est souvent une belle porte d'entrée pour créer cette relation-là. Et par la suite, grâce à l'écoute active, à la remise de ressources qui est vraiment adaptée aux besoins de la famille, qui est de qualité, qui est adaptée à leurs besoins, là, justement, ce lien de confiance-là va se créer. D'ailleurs, les ressources qu'on propose, là, les outils sont très vulgarisés, sont accessibles, sont imagés pour justement favoriser ce lien de confiance-là. Et on rencontre aussi de plus en plus de familles en contexte d'immigration ou issues là, de la diversité culturelle et où le français, c'est pas toujours leur langue première et ça peut présenter une barrière. Donc, plusieurs de nos outils sont aussi traduits en 5 langues et on a des témoignages des intervenantes là, qui disent que ça aussi, ça contribue grandement à créer le lien de confiance là, auprès des familles.
Donc, à ça s'ajoute aussi le suivi régulier que les intervenantes au lot vont avoir. Donc, ça va être perçu vraiment comme rassurant là, de la part des familles de se sentir écoutées, soutenues et d'avoir quelqu'un là, à qui se tourner là, dans cette période de grande sensibilité là, qui est la période des 1000 jours. Et ben, en plus aussi, les intervenantes vont souvent inviter les familles à participer à des rencontres de groupe où là, ben, ça va permettre de briser l'isolement, et de partager là, des expériences là, que d'autres familles pourraient rencontrer. Donc, c'est vraiment là, les stratégies qu'on met en place pour venir en appui là, aux familles là, qui peuvent vivre des difficultés dans cette période-là. Très diversifié puis très concret aussi. Merci, merci Mylène. Alors, Nadia, j'aurais envie de t'écouter à ton tour. En fait, la grande force du réseau des haltes garderies, c'est leur flexibilité, hein, puis leur malléabilité. On accueille le parent quand il est prêt. Donc, ça peut être quand on vit une situation qui est plus difficile, qu'on est dans une période de vulnérabilité ou pas. Mais peut-être que ça nous tente pas de nous lever tôt le matin si on a vécu quelque chose de plus difficile la veille, puis qu'on a le goût de laisser dormir notre enfant, puis d'arriver juste à 10h30, peut-être en pyjama même, tu sais, parce que là, la journée est difficile, mais on a besoin de répit. Puis dans ces milieux de vie-là, où on retrouve les haltes de garderie, ben on accueille le parent. Donc, souvent, il y a même un espace où que le parent peut se déposer, aller parler avec une intervenante ou prendre un café dans l'organisme quand il dépose son enfant. Donc, l'accueil est vraiment là sans jugement, juste un milieu de vie. T'en as besoin, on est là pour toi. Puis, contrairement à qu'est-ce qu'on peut penser dans le fond des haltes garderies, ben, il y a quand même la majorité de notre personnel, là, plus de 62% qui sont formés dans un domaine, tu sais, dans un domaine qu'ils peuvent être psychoéducatrices, puis avoir choisi de travailler dans le communautaire en halte garderie. Donc, il y a quand même des écoutes puis des compétences, dans le fond, que le personnel a pour rendre les parents sécures, dans le fond, et qui se sentent accueillis. Donc, c'est quand même ça la grande force de notre réseau. Pas de jugement, flexibilité. Aussi, on n'est pas obligé de venir. De toute façon, on n'a pas le droit de venir chaque jour. Mais tu sais, on n'a pas d'engagement ou de contrat non plus. Donc, s'il y a une semaine ou une journée qu'il y a une tempête de neige, qu'on n'a pas de voiture puis qu'on veut pas sortir ou qu'il pleut trop, mais il y a aucun problème à ce qu'on se présente pas et on n'est pas facturé. Souvent aussi, les frais sont vraiment plus faibles dans les haltes de garderie. Il y en a beaucoup qui offrent la gratuité ou que ça va selon le revenu du parent, donc, ou une participation monétaire. Donc, c'est quand même accessible. Et on retrouve, je le répète, là, c'est vraiment, ça s'adresse à l'ensemble des parents. Depuis quelques années, il y a même des haltes garderies qu'on retrouve dans les universités ou les cégeps. Donc, les haltes garderies communautaires, ça peuvent accueillir les enfants des parents qui étudient, mais formez-vous aussi, il y a des parents étudiants, dans le fond, qui ont besoin d'un service de garde occasionnel temporaire. Ils peuvent aussi avoir accès à une halte garderie sur le campus ou dans le cégep. Aussi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que notre réseau offre toujours c'est toujours pour de la garde temporaire à temps partiel, mais si jamais un parent vit une situation critique, un deuil, un besoin vraiment, tu sais, une séparation, la naissance d'un nouveau-né, ben, pendant une période de temps, dans le fond, tant qu'il y a un début puis il y a une fin, mais pendant un mois, 2 mois, si la halte garderie est ouverte à temps plein, on a l'opportunité d'accueillir cet enfant-là temps plein. Fait que les parents ne doivent pas se limiter à dire oui, mais moi, là présentement, j'ai trop de peine, j'aurais vraiment besoin d'un support, puis je vais être obligée d'envoyer ma fille juste une demi-journée, ça vaut pas la peine, j'y vais pas. Non, tu sais, parlez de votre situation, puis l'organisme va s'adapter. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas accueillir l'enfant de 1 an son entrée à l'école, mais pour répondre à un besoin ponctuel, il n'y a pas de souci. Donc, c'est quand même ça qui nous démarque. Wow, c'est la flexibilité, la bienveillance, Oui. ce que je retiens en fait de la richesse du contenu que tu viens de nous partager, Nadia. Puis je suppose un peu, ça se fait un peu vers cette lignée-là pour le réseau des centres périnatales. Je pense que j'ai comme mal dit les noms, mais excusez-moi. Allez-y, C'est pas Marie-Claude. grave, c'est pas grave.
C'est dur à retenir. Réseau des centres de ressources périnatales du Québec, tu sais, c'est... Je vais Euh, y arriver. ben oui, les filles ont parlé d'accueil, de flexibilité, d'adaptation. Donc, c'est ça, c'est tous des éléments qu'on retrouve aussi là, dans les CRP. Nous, on fait beaucoup la promotion, ou en tout cas, on parle énormément de vulnérabilité universelle durant la période périnatale. Donc, oui, il y a des facteurs de vulnérabilité préétablis, là. Quand on pense à vulnérabilité, on pense souvent à des contextes en situation économique en fait, plus difficiles. Bon, on pense c'est ça, à peut-être des familles qui ont un faible niveau de scolarité ou qui ont, c'est ça, différents enjeux là, déjà préétablis. Mais durant cette période-là, euh, c'est que tout le monde devient, tous les futurs nouveaux parents deviennent plus vulnérables. On n'est pas à l'abri de différentes choses qui peuvent survenir, par exemple un bébé prématuré, un accouchement difficile, voire même traumatique, un deuil périnatal. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, en fait, d'éléments là, qui peuvent se présenter à nous puis qui font qu'on devient plus vulnérable. Et au niveau de la santé mentale, là, ça peut être un enjeu important. Donc voilà, les CRP, ils interviennent en prévention de toutes ces difficultés-là quand c'est possible. Évidemment, on ne peut pas prévenir tout, comme dans les exemples que j'ai donnés là, au niveau du deuil périnatal, entre autres, ou de la prématurité, mais donc prévention, promotion du bien-être, donc durant toute la période périnatale. Donc, grâce à les diverses là, activités, les divers services dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, ben, ils vont permettre aux futurs et nouveaux parents de briser l'isolement, socialiser, normaliser leur vécu, vont aussi leur permettre d'être informés, d'être préparés à cette transition-là qui est, qui est la transition à la parentalité. Donc, leur redonner ou leur donner parfois parce qu'ils ne l'ont pas du tout au départ, donc confiance, le pouvoir d'agir aussi. Et ça va aussi leur permettre de recevoir du soutien émotionnel et psychologique adapté, sensible et accessible. Donc, c'est sûr qu'on ne fait pas, évidemment, on n'emploie pas de psychologue, on ne fait pas des suivis structurés, mais comme on discutait là, comme mes collègues disaient, ben c'est beaucoup d'adaptation. On prend le parent où il est dans sa situation, puis s'il a besoin de quelques rencontres individuelles pour une problématique X ou des fois, il y a des groupes aussi. C'est juste que ça ne convient pas nécessairement à tout le monde. Donc, les organismes du milieu communautaire vont beaucoup, beaucoup s'adapter à, oui, la personne, mais aussi à ses besoins, puis aux problématiques là, ou aux enjeux qui sont vécus. Euh, Puis finalement, ben, il y a plusieurs services aussi qui permettent d'avoir du répit. Donc, je parlais là, un petit peu plus tôt du service de relevailles. Ben, c'est une façon aussi d'offrir du répit. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient à domicile et qui peut donner un coup de main, s'occuper un petit peu de bébé, ben, ça peut permettre là, je vais dire maman, mais ça peut être le père ou le coparent, ben, de prendre une douche, de faire une petite sieste aussi, possiblement. Donc, c'est des choses qui sont précieuses là, pour les parents là, durant cette période-là. Merci. Merci, Marie-Claude. Puis je retiens en fait en vous écoutant, c'est vraiment, il y a beaucoup de flexibilité, la qualité des services, puis s'il y a des limites à l'offre de services que vous proposez, mais un parent qui vient chez un de vos membres, en fait, peut être assuré qu'au moins il va être référé à la bonne ressource pour vraiment répondre à son besoin. Puis ça me permet aussi d'enchaîner en fait avec la dernière question qui était prévue pour aujourd'hui, parce qu'en fait, on parle beaucoup de l'écosystème famille, hein, au réseau Front Québec Famille, on parle du réseau et de l'écosystème famille, pardon. Donc, que ce soit les centres de ressources périnatales, que ce soit les haltes garderies communautaires ou les partenaires de la Fondation Holo, on les voit comme une réponse en fait en complémentarité aux services publics. Et comment est-ce que vous positionnez pardon, par rapport à cette information, en fait, vous êtes une complémentarité au service public. Alors, je vous écoute à tour de table. J'étais distraite par les chats, désolée.
Oui, bien, en fait, les intervenantes holo, elles sont des ressources du réseau de la santé, là, réalisent le suivi holo au sein des CLSC. Par contre, les actions de la Fondation holo sont plus larges que ça. C'est vraiment un hybride là, entre les actions du réseau de la santé, des activités qui sont soutenues là, auprès des organisations de la communauté et aussi là, ce qui peut se déployer là, en collaboration là, au sein des communautés autochtones. Donc, la Fondation holo vient en soutien à ces différents milieux-là dans le déploiement de ressources, d'activités et offre, dans le fond, une approche structurante et adaptée aux réalités régionales et aux besoins spécifiques des familles là, qui côtoient là, ces organisations-là là, pour favoriser l'acquisition des saines habitudes alimentaires. Dans le fond, dans notre monde idéal, ce qu'on voudrait vraiment, c'est qu'une famille qui bénéficie du suivi holo, qui a accès dès la 12e semaine de grossesse, serait aussi accompagnée par son intervenante holo. Tout à l'heure, on parlait là, de référencement vers des organismes de la communauté pour justement transférer là, ce lien de confiance-là en fonction des barrières qu'elle rencontre. Donc, par exemple, ça pourrait être vers un atelier cuisine pour développer ses compétences culinaires, vers un service d'aide alimentaire pour aller chercher des aliments qui vont être nutritifs pour compléter là, en fonction de ses besoins. Ça pourrait être aussi vers des activités d'échange sur des stratégies pour bien manger à petit prix. Donc, toutes sortes de ressources qui sont offertes en complémentarité là, dans les organisations de la communauté. Donc, ce qu'on voudrait, c'est vraiment que ces activités-là soient réfléchies en collaboration entre le réseau de la santé, les CLSC du quartier et les organismes communautaires en fonction des besoins de leur famille, là, de leur communauté, pour qu'on puisse assurer un accompagnement des familles jusqu'aux 2 ans et au-delà de ça. Et vraiment, dans le contexte autochtone, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est être capable d'offrir du soutien aux familles dans leur communauté en fonction de leurs besoins, en fonction de leur réalité. Et tout ça, tout ce que je vous présente comme monde idéal, ben, c'est pas si utopique que ça parce que on le voit de plus en plus là, des collaborations de ce type-là qui se forment. C'est très positif de travailler en collaboration, de voir des arrimages comme ça qui se forment dans différents secteurs. Donc, on encourage fortement ça et on est là pour faire rayonner là, les belles réussites aussi. Mylène. Nadia, maintenant, comment les haltes garderies communautaires offrent une réponse complémentaire aux services publics? Mais en fait, ils répondent un peu à un angle mort, hein. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin des mêmes services. On a des services qui sont quand même, on est chanceux au Québec, on a quand même plusieurs services, mais ils cadrent pas puis ils répondent pas aux besoins de tout le monde. Je crois que les haltes garderies arrivent en complémentarité, dans le fond, à différents services. Faut dire aussi, quand je l'ai déjà dit, mais se retrouvent dans des organismes qui collaborent déjà avec d'autres services. Alors, elles veulent agir surtout en prévention, hein. C'est ça l'objectif, d'accueillir le plus d'enfants possible, permettre aux parents de souffler, de briser leur isolement, de se trouver un emploi, d'avoir du temps pour eux, si c'est pas un emploi qu'ils ont besoin, puis permettre à l'enfant de socialiser sans que on arrive à un référencement à une situation qui est plus critique. Donc, on a vraiment notre place, on prend pas la place de personne, on est content, puis on travaille en collaboration avec, tu sais, le plus possible, dans le fond, la santé et les services de garde éducatifs à l'enfance. Mais on a moins de contraintes parce que les haltes garderies sont une exception à la loi 1 sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, d'où vient leur malléabilité, là? Ils n'ont pas toutes les réglementations de locaux, de ratios, de toutes les contraintes qu'on peut retrouver dans les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, on peut déployer un service quand même assez rapidement pour répondre, aux besoins de la population. Tout en assurant quand même des standards de qualité que tu as déjà mentionnés. Donc, Absolument, oui. merci Nadia. Puis Marie-Claude, je te laisse finir ce tour de table. Oui. Ben dans le fond, les activités, les services là, qui sont offerts dans les CRP sont en réponse aux besoins là, qui sont exprimés par la communauté. C'est la raison pour laquelle, là, comme je disais un peu plus tôt, ils vont différer là, d'une région à l'autre. Donc, on a parlé tantôt là, d'adaptation, de flexibilité. Ben, c'est sûr que ça se traduit aussi dans l'offre de services, pas juste dans la posture là, d'accueil de la clientèle. Donc, si on a, par exemple, un
un parent qui va participer à un groupe de soutien en deuil périnatal, puis qui exprime par la suite à l'intervenante que ben c'est peut-être pas senti à sa place, il mentionne qu'il ne va pas revenir. Ben, il y a peut-être des rencontres individuelles là, qui pourraient être proposées là, à ce parent-là pour répondre à son besoin d'une autre façon que par le groupe. Donc, ça diffère un peu, là, c'est ça, des services publics en ce sens qu'on peut s'adapter aux parents puis aux besoins qu'ils expriment pour mieux y répondre. Donc, sur certains territoires, les CRP vont offrir des rencontres prénatales qui vont être complémentaires à celles qui sont offertes par le CIS ou le CIUS là, de leur région. Soit par exemple en les tenant en personne au lieu de les faire en ligne, si c'est le cas là, par le réseau dans leur région pour que l'offre soit complémentaire là, puis permettre de rejoindre un maximum de parents. Euh, donc, c'est ce type de complémentarité-là. Dans d'autres régions, il va y avoir un développement d'une offre de service conjointe. Donc, vraiment, on s'assoit ensemble, on regarde, OK, qu'est-ce que le réseau offre, qu'est-ce que vous offrez, puis comment on peut s'assurer là, que les besoins de la population de cette région-là soient répondus au mieux. Donc, c'est sûr que ça varie énormément là, à travers les régions, mais le but, c'est toujours, c'est ça, d'être complémentaire parce que ben, le milieu communautaire, on répond aux mêmes besoins, mais d'une façon différente. Puis on le sait, là, le réseau de la santé des services sociaux est surchargé. Donc, on se tourne souvent vers le milieu communautaire là, pour aider à répondre aux besoins. On fait juste attention aussi de ne pas devenir plus des sous-contractants là, du système de santé. Donc, Nadia t'a parlé de financement tout à l'heure. Ben, c'est ça. On veut aussi là, que ces services-là soient financés pour être capable de bien répondre aux besoins des parents. Merci Marie-Claude, que justement, quand tu mentionnes le financement, tous ces enjeux-là, et ça ramène en fait à la notion de l'écosystème famille, mais ça nous prend du financement. Mais on voit clairement avec vos propos, en fait, je pense dans l'ombre d'un doute, il y a vraiment des grands services pour la petite enfance, puis on peut s'assurer que dans les communautaires, il y a des ressources de qualité, flexibles, bienveillantes, qui vont vraiment répondre à des réels besoins. Donc, je pense que c'est important de les faire rayonner, de faire le bouche-oreille en tant que parent, en tant qu'employeur, peu importe le niveau où on se trouve, mais vraiment de faire connaître parce que c'est vraiment de belles ressources de qualité qui méritent d'être reconnues. Alors, encore une fois, merci d'avoir partagé ces belles informations avec nous. On arrive à la période des questions. Il nous reste quelques minutes du temps que nous avions alloué. Donc, je vais laisser le temps si jamais il y a des gens qui souhaitent poser des questions. C'est le moment maintenant ou jamais. Alors, allez-y dans le chat, posez vos questions. Et sinon, en attendant, je vous dis à nouveau merci à Nadia de l'Association des Haltes Garderies communautaires du Québec, Marie-Claude Dufour du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec et Mylène Duplessis-Brochu de la Fondation Olo. Un grand merci. Et 3 représentantes de 3 membres du Réseau pour un Québec Famille. Merci d'avoir été là dans le cadre de ce 4e webinaire sur 5 organisé dans le cadre de la Semaine québécoise des familles en 2025. Alors, je laisse le temps. Il paraît qu'il n'y a pas de questions. Si vous souhaitez un petit mot de la fin avant qu'on se quitte, je vous laisserai le micro. Ben, le mien est ouvert, je vais commencer. Merci beaucoup, Yarledis, pour l'animation que tu as pris au vol ce matin. Bravo, ça a super bien été. Merci au Réseau pour un Québec Famille là, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Puis merci à mes collègues là, pour les beaux échanges. Bravo. Ben, je crois que Marie-Claude t'a fait un beau mot de la fin. Donc, merci encore pour l'invitation. Merci, Yarledis. Merci. Oui. Oui, un grand merci pour permettre aux familles justement de connaître les différentes ressources qui sont disponibles là, au sein du réseau. Donc, bravo et merci aussi. Merci à vous 3, puis bon rétablissement à ton petit coco Mylène. Merci.
Merci encore une fois. Donc, on va arrêter l'enregistrement et n'oubliez pas, vous allez recevoir les liens de l'enregistrement et les liens ressources qui ont été partagés dans le cadre de l'activité. Merci et bonne journée. Merci. Bonne semaine québécoise des familles. Yeah.